Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Voici ma nouvelle analyse sur la crise du Covid-19. Elle est assez longue car j'ai énormément de choses à dire. J'espère que vous pourrez l'écouter jusqu'au bout, c'est très important. Nous vivons actuellement l'histoire avec un grand H. Le plan de déconfinement est enfin sur la table et force est de constater que les mesures mises en place posent de nombreuses questions. En Belgique, le confinement a duré presque 2 mois, avec quelques assouplissements début mai pour certains secteurs seulement. L'obligation de confinement et l'assignation à résidence forcée et anticonstitutionnelle qui ont touché tous les Belges et une bonne partie de la population mondiale dépassent de loin la santé et l'éducation. Ils empiètent sur nos droits fondamentaux, notre liberté de mouvement et notre liberté d'expression. J'ai la chance de vivre le confinement à la campagne, donc j'ai une pensée chaleureuse et solidaire pour toutes les personnes qui vivent cette lourde épreuve dans des petits appartements, dans des centres-villes. Courage à vous les amis! J'aborderai dans cette vidéo les points suivants, les mesures de confinement et de déconfinement, la perte de confiance et la défiance des citoyens vis-à-vis de leurs autorités, la souffrance silencieuse des enfants, les nombreuses contradictions et la désinformation auxquelles on doit faire face. J'essaierai de comprendre également qui sont les coupables de cette catastrophe sanitaire et économique que nous vivons. Dans les mesures de déconfinement prises, il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait d'autoriser certains commerces à rouvrir leurs activités en imposant en parallèle une fermeture prolongée pour d'autres commerces. On pense notamment aux grands perdants que sont les indépendants et les PME des secteurs culturels, touristiques ou de l'horeca parmi d'autres. Ces mesures représentent autant de bombes à retardement qui provoqueront des drames socio-économiques dans ces secteurs sur le moyen et le long terme. On peut aussi s'interroger sur le fait que les gens pourront prochainement côtoyer des tas de commerçants, mais il leur sera encore interdit de voir leurs proches. Même chose pour la distinction qui est faite entre les élèves. Certains pourront reprendre les cours, d'autres pas, sans parler des conditions pour le moins perturbantes dans lesquelles les élèves reprendront l'école. Cela au détriment de leur développement intellectuel et de leur bien-être personnel. Et sans parler aussi du risque de refus de certains enseignants de s'exposer sans revalorisation salariale. Par ailleurs, comme l'obligation scolaire est une compétence fédérale, pour les enfants concernés, les présences seront donc obligatoires. Pour les autres élèves, par contre, il semble qu'ils ne pourront pas reprendre l'école avant la rentrée de septembre prochain. Ils vont donc accumuler un retard académique considérable ainsi que des traumatismes psychologiques probables liés au confinement que je décris en détail plus loin dans cette vidéo. Ce qui me choque dans cette crise, c'est que les politiciens semblent avoir le droit de prendre des décisions lourdes de conséquences, par ailleurs non conformes parfois aux avis médicaux, et cela se passe sans aucun vote de la population. Nous sommes une démocratie, nom de Dieu, pas un État totalitaire. Même en situation d'extrême urgence, il devrait exister, je pense, une sorte de droit de vote, une consultation populaire ou un référendum. Cela pourrait d'ailleurs être mis en place très rapidement avec Internet. Au lieu de cela, les citoyens sont traités comme des moutons et comme des assistés. La proscription de traitements qui font leurs preuves, le manque de tests de dépistage et l'interdiction de les pratiquer ou encore les erreurs de commande et la distribution tardive de masques adaptés sont autant d'erreurs très graves de la part des dirigeants. Clairement, on aurait dû soutenir notre économie nationale en mandatant des entreprises textiles et en lançant des lignes de production à grande échelle en interne ou en faisant preuve d'un petit peu de créativité comme je l'expliquerai plus loin dans cette vidéo. Rappelons qu'en Belgique, le danger du Covid-19 a été méprisé jusqu'au 11 mars, quelques jours seulement avant le confinement. La ministre de la Santé, Maggie De Blok, a multiplié les polémiques et les ratages de commandes de masques à l'étranger. Rappelons aussi qu'il y a quelques années, à l'époque où la première ministre actuelle était ministre du budget, elle a fait des coupes budgétaires énormes dans le secteur de la santé. Alors c'est vrai, il y a quelque chose de positif, on peut le souligner, il y a des aides de prévues et mises en place pour les indépendants et les PME touchés de plein fouet. Mais je pense que ces aides ne couvriront certainement pas toutes les pertes subies par ces entreprises et ces indépendants.
Je prends la parole parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas rester silencieux devant cette tragédie sanitaire, économique et les mesures antidémocratiques prises par nos dirigeants actuels. Je crois qu'il n'y aura de la confiance envers les dirigeants que s'il y a de la vérité. Et malheureusement, depuis le début de cette crise, on a fait face à des mensonges en cascade et des décisions pour le moins surprenantes, contradictoires, voire incohérentes. Sachez que je ne fais pas ces vidéos juste pour mettre de l'huile sur le feu ou pour critiquer facilement et gratuitement. J'essaye de me mettre en garde et également d'apporter de nombreuses solutions que je développe en détail plus loin dans cette vidéo et également dans mes autres vidéos. Je voudrais préciser que je parle uniquement en mon nom. Prendre la parole sur un sujet sensible qui nous touche tous n'est pas sans risque. Je vous fais vraiment bénéficier du fruit de mes analyses, de mes lectures et de mes longues journées de travail prises sur mon temps de sommeil, sur mon temps de famille, mon temps professionnel. Je vous demande donc vraiment de partager cette vidéo, c'est très important. Je donne beaucoup de valeur aux commentaires que vous laisserez sous cette vidéo ainsi qu'à vos suggestions. Cette vidéo aura nécessité plus de 65 heures de travail. J'ai abordé de nombreux autres points liés à cette crise de Covid-19 dans mes autres vidéos que je vous invite à aller découvrir sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Facebook. Ces autres vidéos ont nécessité autant d'heures de travail. Les liens se trouvent dans la description. Alors qui suis-je pour parler de cette thématique? Outre mes compétences artistiques, je possède un master en journalisme et des années d'expérience dans les secteurs de la communication. J'analyse et je m'informe en permanence. Comme je le disais, je vous fais bénéficier de mes analyses bénévolement, sans en tirer le moindre profit. Je vous serai donc reconnaissant de partager au maximum cette vidéo. La pandémie n'est pas encore terminée, mais tous les experts s'accordent à dire que sa fin approche. Une fois encore, on peut déjà se poser des questions sur la véritable utilité sanitaire du confinement. Bon, en gros, si on résume, tant qu'on n'a pas attrapé le Covid-19, on n'est pas immunisé et on est confiné pour ne pas l'attraper. Donc c'est un cercle sans fin. Le confinement est en train d'engendrer des bombes à retardement sanitaire et économique auxquelles nous n'avons même pas encore pensé, et cela dans tous les secteurs. La solution se trouve certainement dans des mesures beaucoup plus complexes, comme un confinement puis un déconfinement par tranche d'âge, en gardant les gens plus âgés et ceux en sur-risque confinés pendant un certain temps. Cela permet de constituer une immunité de groupe dans la population la moins vulnérable. Après, je ne suis pas un expert, mais c'est les conclusions des nombreux articles que j'ai lus sur le sujet. Il existe pourtant des solutions qui ont été mises en place dans d'autres pays. Il fallait tester massivement les personnes et confiner de manière sélective les gens testés positifs pour sauver un tas de vies et surtout diminuer les pertes économiques. Ça ne sert à rien de confiner 100% de la population. Je pense qu'il n'y a malheureusement pas d'autre solution que l'immunité collective sur le long terme. Il y aura sans doute d'autres vagues de virus tant qu'il n'y a pas d'immunité collective. Il est probable que le confinement lui-même aura plus de conséquences sanitaires que la pandémie de Covid-19. On peut imaginer des troubles psychologiques, des suicides, des gens mourront parce qu'ils n'ont pas été dépistés ou traités pour d'autres maladies. D'autres personnes n'auront plus fait de sport ou développeront des problèmes cardiovasculaires, parmi d'autres exemples. On n'est pas non plus à l'abri de confinements à répétition avec leur lot de mesures anticonstitutionnelles. Si on opte pour des confinements à répétition et une non-immunité collective, il faudra sans doute fermer les frontières et renforcer les mesures liberticides pendant probablement de nombreuses années. C'est ça qui m'inquiète le plus. Par ailleurs, il est vraiment important de déjà penser à l'après-crise pour ne pas rater le redémarrage de l'économie. Les pays qui sortiront du confinement en premier seront capables de reprendre des parts de marché rapidement et domineront l'économie mondiale dans le monde de l'après-Covid-19. La bonne nouvelle, c'est que certains chercheurs affirment que la pandémie s'arrêtera peut-être naturellement d'ici quelques mois. Ce serait vraiment une bonne et excellente nouvelle. Enfin, les vaccins ne seront peut-être pas disponibles avant un bon moment. Et quand ils seront disponibles, ils seront probablement au début très chers, avec un monopole de certaines firmes pharmaceutiques.
Depuis le début de cette crise, tout est fait pour culpabiliser le peuple et le plonger dans la confusion et la désinformation. Les médias subsidiés à la botte du pouvoir en sont largement responsables. On constate de nombreuses informations contradictoires qui ont altéré la confiance du peuple envers ses dirigeants. En voici un petit florilège. On nous a d'abord dit que les masques ne servaient à rien, et puis ceux-ci sont devenus obligatoire. Même chose pour les gants et les tests. Clairement, ce discours s'est adapté en fonction des stocks disponibles sans fondement réel. Les masques deviendront obligatoires lors du déconfinement, mais qui va les payer? Comment est-ce possible qu'on en soit réduit à ça, à être obligé de fabriquer des masques soi-même? Il aurait fallu les fabriquer en interne et au niveau national très rapidement. Il y avait des solutions très créatives. Des pays ont par exemple mandaté et engagé des sociétés dans le textile pour transformer des bonnets de soutien-gorge en masques. Voilà une idée créative et qui permet de produire des masques en quantité énorme de manière très rapide. Encore une contradiction. Certaines personnes sont confinées, d'autres pas. Les critères ne sont vraiment pas clairs. Certaines entreprises sont obligées de fermer, d'autres peuvent ouvrir. Il y a quelque chose de profondément injuste et inégalitaire au niveau économique d'autoriser certaines entreprises à ouvrir et d'obliger d'autres à rester fermées. On ne sait pas très bien comment sont comptabilisées les personnes mortes du Covid-19. On ne sait pas si elles sont mortes du Covid-19 ou avec le Covid-19, en association avec d'autres pathologies. Encore une information contradictoire. On nous dit qu'il n'y a pas de traitement, sauf qu'il y en a peut-être un quand même, la chloroquine parmi d'autres. Et ce médicament est une fois présenté comme étant très dangereux et une autre fois comme le médicament qui va sauver la planète entière. Certaines personnes développent des symptômes, d'autres pas. Certains sont contagieux, d'autres pas, certains meurent, d'autres pas. Je peux prendre l'exemple de mon grand-père qui à 91 ans a été testé positif au Covid-19. Après 3 semaines, ce dernier s'en est apparemment rétabli. C'est formidable. Par contre, il reçoit toujours des soins en hôpital et ne peut recevoir de visite que d'une seule personne de sa famille. C'est très dur au niveau psychologique. Les hôpitaux semblaient vides et bondés à la fois. Il faut être solidaire, mais il faut dénoncer ses voisins. On nous a affirmé que la nourriture dans les supermarchés ne manquerait jamais, mais il y a plein de choses qui manquent tout de même et les prix ont fortement augmenté. On nous dit qu'il ne faut pas approcher les personnes âgées, mais vous devez tout de même vous en occuper et apporter des courses et des médicaments. Bien que, comme je le disais, seulement une seule personne proche de la personne infectée est autorisée à lui rendre visite. Encore une contradiction. Durant le confinement, les restaurants et les bars étaient tous fermés et ils le resteront sans doute encore longtemps après le confinement. Mais malgré tout, les transports en commun restaient ouverts. Les malades sont obligés de rester chez eux, mais les soignants, eux, même infectés, sont obligés de travailler. Durant le confinement, les enfants ne doivent pas aller à l'école. Les parents sont censés faire du télétravail, donc ils sont censés travailler, et les grands-parents sont cloîtrés et confinés chez eux. Qui donc est censé garder les enfants ? Les personnes âgées sont exposées à du personnel infecté dans les homes et dans les hôpitaux, mais ils ne peuvent pas avoir de visite de leurs proches qui prennent pourtant leurs précautions. Il y a là quelque chose aussi de profondément injuste. On l'a très rarement mentionné, mais ce sont probablement les enfants, les jeunes et les ados qui ont le plus souffert en silence du confinement, sans d'ailleurs bien comprendre ce qu'il se passait autour d'eux. Toute cette crise du Covid-19 laissera probablement de nombreuses séquelles psychologiques chez les jeunes et chez les enfants. Je pense que l'on devrait vraiment s'attarder sur leur cas et lancer à l'échelle nationale et européenne toute une série d'aides psychologiques et sociales destinées à nos chères têtes blondes. Ces derniers ont par ailleurs vécu de nombreux autres traumatismes ces dernières années. On pensera aux attentats terroristes en Europe. Il faut vraiment accorder plus d'importance et de soutien aux enfants et aux ados. Parmi les divers manques et les traumatismes qu'ils ont vécus, on peut citer les suivants. Les enfants n'ont plus pu voir leurs amis pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils n'ont plus la possibilité de sortir à l'extérieur. Ils n'ont plus l'autorisation de rendre visite à leurs grands-parents. Les visites également dans les musées, les cinémas et les parcs d'attractions ont été interdites. Les anniversaires se sont passés à l'intérieur, loin de leurs amis. Leurs routines ont été littéralement chamboulées. Les cours se sont passés sur Internet, les enfants accumulant un retard assez important pour certains. Les enfants de parents divorcés ou séparés n'ont plus vu qu'un seul parent pendant une certaine période.
Comme je le mentionnais dans ma première vidéo, cette crise coûtera plusieurs dizaines de milliers de milliards d'euros au niveau mondial. Comme tous les États sont déjà endettés, les autorités nous demanderont de compenser 100% des déficits occasionnés avec nos impôts et notre épargne pour protéger le système et les banques. Cette situation va s'empirer avec les millions de chômeurs et les pertes d'emplois massives des entreprises exsangues. Cela n'a rien de nouveau, cela fait plusieurs dizaines d'années que les États lorgnent sur l'épargne des gens. En Belgique, l'épargne représente une très grosse partie de la richesse nationale. Je pense que c'est similaire en France et dans de nombreux autres pays européens. Cette crise est donc une véritable aubaine pour les dirigeants, car c'est l'épargne des gens à travers les blocages bancaires qui payera le déficit de la crise. Sans parler des économies que l'État a fait sur les retraites des personnes âgées décédées. Les aides publiques, si elles arrivent un jour, ne seront pas des cadeaux. Ce sont des futurs impôts additionnels. Un impôt qui s'intitulera probablement impôt Corona. Au niveau économique, on risque de sortir du confinement dans des cimetières urbains avec des dizaines de milliers de commerçants, de petits artisans et de petits indépendants qui ne pourront plus rouvrir leurs boutiques avant un moment. Un arrêt total de l'économie tel que nous le vivons est sans précédent. Force est de constater que ce sont les gens qui exercent les métiers avec le moins de valorisation sociale et salariale qui font encore tourner les économies au pire moment de la crise du Covid-19. On peut vraiment leur être très reconnaissant. Je me demande où sont les grandes femmes et grands hommes d'État, où sont leurs discours. Ils semblent bien confinés pendant que la base continue de travailler encore pour eux et compense les erreurs de leur élite. Sincèrement, pour moi, il est révoltant de dire que c'est le peuple qui est coupable de l'ampleur de la pandémie de Covid-19. Il me semble qu'en Belgique, la Première ministre n'a pris aucune décision historique. Elle a attendu les discours de Macron pour prendre des mesures similaires. En 2017, par ailleurs, la même Première ministre, à l'époque ministre du Budget, justifiait de grosses réductions budgétaires dans le secteur de la santé. À part le virus et sa virulence, qui sont les vrais coupables dans la tournure dramatique qu'a pris cette pandémie? Comment en est-on arrivé là en Europe? Pourquoi reporter la faute sur l'OMS uniquement? Celle-ci a clairement une part de responsabilité, mais il existe pourtant des ambassades des pays européens en Chine, foyer du coronavirus. On a rarement mentionné ce point, mais à quoi ont servi ces ambassades au début de la crise? Quand la Chine a décidé de confiner une ville de 11 millions d'habitants, puis une région de 55 millions d'habitants, sachant que les Chinois travaillent comme des dingues, même le dimanche, et que l'État chinois est très focalisé sur la croissance économique, il est évident qu'un drame majeur était en train de se produire. Pourquoi les dirigeants et les ministres de la Santé les plus gravement touchés en Europe n'ont pas pris la mesure de la gravité de ce qu'il se passait à ce moment-là? Et pourquoi n'ont-ils pas commandé du matériel et des tests quand il était encore possible de s'en procurer? À quoi servent ces ambassades, ces ministres de la Santé et ces nombreux autres fonctionnaires pour qui nous payons des salaires à travers nos impôts? En Belgique, on a 9 ministres de la Santé. Que font-ils? Forcer les infirmiers et les soignants à aller travailler même s'ils sont contaminés, fermer toutes les entreprises, ne pas mettre en place des tests de dépistage massifs pour tout le monde ou au moins pour les personnes à risque, ne pas commander ou fabriquer ces tests ainsi que des millions de masques en urgence sont autant de mauvaises décisions. Sans masque, sans test, les politiques courent derrière les moyens alors qu'il faudrait que ce soit les moyens qui soient à disposition des politiques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en France et en Belgique, plus d'amendes et de PV ont été distribués que de masques et de tests de dépistage? Alors je sais que la manière de calculer le nombre de morts du Covid-19 varie d'un pays à l'autre, mais si on prend le nombre de morts en Belgique proportionnellement à la population totale, la Belgique se trouve dans le
pire pays en termes de pertes humaines. La France n'est pas mieux logée et figure dans le top 5. Certains disent que ces morts ne sont pas dues que au Covid-19, mais sont décédés suite à d'autres pathologies en même temps que le Covid-19. On remarque que les dirigeants de ces pays ont voulu à tout prix éviter l'engorgement dans les hôpitaux publics, probablement pour éviter de futurs procès, quitte à ce que les personnes âgées meurent du Covid-19 ou de solitude dans les homes privés. Tout ça pour pouvoir dire ensuite que le système hospitalier a tenu le choc et qu'on n'aura pas atteint la saturation. Mais au prix de combien de nos parents et de grands-parents décédés? Force est de constater que la mauvaise préparation et les mauvaises décisions de nos gouvernements ont empiré la situation sanitaire et les pertes économiques. Avec des mesures antidémocratiques d'assignation à résidence forcée de tous les autres travailleurs et créateurs de valeur et de richesse pendant près de 2 mois, Macron en France et Wilmès en Belgique, ainsi que les autres dirigeants des pays confinés, seront responsables de la plus grande crise économique depuis les années 30. Il y a eu pourtant dans le passé de nombreuses alertes par des dirigeants populaires au début du XXIe siècle, notamment par Obama, George W. Bush et même Bill Gates et bien d'autres. Ces avertissements n'ont pas été pris en compte. Il y aurait dû y avoir des procédures précises et détaillées ainsi que des stocks de matériel adaptés. On dit souvent que la crise que l'on est en train de vivre pourrait permettre un changement radical de notre modèle sociétal et économique. Mais on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Pour changer le modèle, il faut d'abord changer les dirigeants. Je pense qu'une fois la crise passée, il sera légitime de demander la démission et la destitution des dirigeants qui ont le plus mal géré cette crise en Europe. Alors ça ne veut pas dire forcément tous les dirigeants. Il faut que ces derniers prennent leurs responsabilités. Les mesures liberticides prises par ces gouvernements ne sont pas réglementaires et elles ont été pointées du doigt par de nombreuses associations de droits de l'homme. Par contre, il est vraiment primordial de ne pas tomber dans le piège de la violence. Il faut répondre par l'intelligence, la résistance et l'opposition intellectuelle et juridique. Des collectifs d'avocats et de médecins sont d'ailleurs déjà en train de porter plainte. Il est à présent, je pense, légitime de s'interroger sur les intentions et les raisons derrière les mesures prises. Je ne suis pas du tout partisan des théories du complot, la dernière en date étant celle qui accuse Bill Gates d'être à l'origine du coronavirus, pour ensuite développer et vendre un vaccin pour générer un profit énorme. Je ne partage pas ces points de vue. On ne connaît pas encore l'origine exacte du virus. Nous aurons sans doute des informations plus précises dans le futur à ce niveau. Je pense que les grands de ce monde et les dirigeants en Belgique, en France, en Europe et à l'étranger sont dépassés comme nous tous, mais plus le temps passe, plus les actions mises en place sont inadéquates et plus on est en droit de douter de l'honnêteté et de la bienveillance des dirigeants dans la gestion de cette crise. Comme je le disais, nous sommes des démocraties et chaque citoyen devrait avoir son mot à dire dans les décisions prises car elles nous touchent tous au quotidien, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nous-mêmes. Elles auront un impact sur le court, moyen, long et très long terme. On ne peut pas rester silencieux. Contrairement à ce que disait Gandhi, je pense qu'il est primordial pour chacun d'entre nous de ne pas tomber dans le piège de la violence. Il faut répondre par l'intelligence, la résistance et l'opposition intellectuelle et juridique. Il y a quelque chose d'autre qui mérite, les applaudissements des citoyens le soir à 20 h pour soutenir le personnel de santé et bientôt sans doute les enseignants. Je trouve cela profondément hypocrite et contre-productif. Parce que les soignants et les enseignants n'ont pas besoin de cela. Ils savent bien que les citoyens leur sont reconnaissants. Les soignants et les enseignants ont plutôt besoin d'une revalorisation de leur travail, de salaires plus élevés et surtout d'un environnement protégé et sécurisé pour travailler au quotidien, ce qui n'est pas le cas encore, je pense, partout.
Je suis bien placé pour le savoir car ma femme est infirmière en hôpital. Le gouvernement ne les a pas assez protégés, tout comme nos vieux qu'on a abandonnés dans les homes. Je suis désolé de le dire, mais c'est de la non-assistance à personne en danger. Donc plutôt que d'applaudir bêtement comme des petits moutons et montrer au pouvoir votre contentement en fait de la situation, est-ce que vous ne prendriez pas vos casseroles pour montrer plutôt votre ras-le-bol et votre besoin de liberté avant que les dirigeants ne prennent goût finalement à ces mesures liberticides qui risquent de devenir répétitives à l'avenir. Mais n'oubliez pas que la plupart des écoles et des hôpitaux fonctionnent grâce à nos impôts. Ce sont des extensions publiques de l'État en quelque sorte. Je suis vraiment impressionné par la résilience des citoyens. Mais comme je le mentionnais déjà il y a plusieurs mois dans mes premières vidéos, la situation actuelle engendrera probablement des procès en cascade de collectifs de citoyens, d'avocats, de médecins et d'enseignants contre le pouvoir exécutif, tout simplement parce que la démocratie n'a pas été respectée. Et c'est dommage, il faudrait que les bonnes mesures soient mises en place à temps pour éviter d'atteindre ce genre de scénario. Ne ferait-on pas plutôt tous les jours une minute de silence pour toutes ces personnes innocentes décédées tragiquement ? Il faut tirer les leçons de cette crise du Covid-19. La situation est clairement dramatique, mais imaginez-vous seulement une seconde que l'on ait dû faire face à un virus qui ait un taux de mortalité de 90% par exemple. Imaginez un virus de la gravité du sida qui s'attraperait par exemple en respirant l'air ambiant. Imaginez un virus qui ne touche que les enfants et pas les personnes immunodépressives, fragiles ou âgées. Nous devons donc rester humbles et saisir cette grande opportunité et cette mise en garde de Mère Nature comme une preuve de la fragilité de notre système et de notre espèce. Nous devons dès aujourd'hui mettre en place les bonnes procédures et les bons protocoles d'urgence efficaces et mondialisés en cas de pandémie d'autres virus potentiellement plus dangereux que le Covid-19. C'est vraiment très important. Une bonne nouvelle est que le virus disparaîtra peut-être naturellement d'ici quelques mois. C'est ce qu'affirment certains virologues en tout cas. La solution sur le long terme est sans doute de miser sur l'immunité collective. Il n'y a pas d'autre alternative. Beaucoup de gens se demandent aujourd'hui s'il faut se soumettre ou se révolter. Les gens attendent et ne savent pas quoi faire pendant que des mesures liberticides et antidémocratiques sont prises dans leur dos. On a un petit peu l'impression que ces décisions sont prises pour contrôler la population et qu'un retour en arrière risque d'être difficile. Nous devons faire front tous ensemble pour contrer cette pandémie qui nous touche tous. Mais pour cela, il faut avoir confiance en nos dirigeants et il faut que ce qu'ils disent tiennent la route, ce qui n'est pas le cas actuellement, selon moi. Il y a de la confiance envers les dirigeants que s'il y a de la vérité. Mais depuis le début de cette crise, on a fait face à des erreurs et des mensonges en cascade des autorités. On peut se demander s'il est encore vraiment logique, par exemple, de payer des taxes de circulation alors qu'il est interdit de circuler durant le confinement. De nombreuses mesures sont prises par les autorités pour aider les indépendants, pour aider les personnes fragiles économiquement. Mais clairement, ce ne sera pas gratuit, ce sera nos impôts qui vont payer et compenser toutes ces mesures. Cette situation est inquiétante pour moi car les grosses crises dans l'histoire de l'humanité ont plus souvent amené des dictateurs que des Gandhi. Certains dirigeants et États risquent de prendre malheureusement goût à ces mesures liberticides de confinement. On se rend compte que les gens obéissent sans ronchonner à des lois liberticides votées par les pouvoirs exécutifs sans l'appui des parlements. Gandhi lui-même disait « La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi ou corrompu. » Mais comme je le disais, il ne faut vraiment pas tomber dans l'excès ou dans le piège de la violence. Il faut répondre par l'intelligence et la résistance intellectuelle, pacifique et juridique. Mon grand-père, que nous appelons affectueusement André, a été testé positif au Covid-19. Il a 91 ans. Il a été transféré en urgence pendant le confinement d'une maison de repos privée vers un hôpital public en Belgique où il se bat encore pour sa vie.
Je parle souvent avec lui au téléphone, voilà presque 2 semaines qu'il est hospitalisé et il va mieux. Il faut donc garder espoir. Il était au début très essoufflé, comme s'il avait couru 20 km. À 91 ans, vous pouvez imaginer, la nuit comme le jour, ses poumons étaient encombrés et devaient être vidés fréquemment. Il arrivait à peine à prononcer les mots oui ou non. Je suis longuement resté avec lui au téléphone, sa respiration s'arrêtait parfois totalement. Il a été mis sous oxygène, maintenant sa détresse respiratoire est passée. Il a malgré tout survécu car c'est un vrai battant. Il est très courageux, il a toute sa tête, il est en forme physique et mentale. Il a malheureusement été placé en soins palliatifs car la solitude et le manque de visite de ses proches auront raison de lui. C'est un homme qui a fait une brillante carrière chez IBM en Belgique, c'est un battant, mais malheureusement la solitude sera peut-être l'ennemi le plus dur à vaincre pour lui. Il n'a droit à la visite que d'une seule personne de sa famille, c'est très dur. Espérons que cette crise soit vite finie. André, mon grand-père, est un homme merveilleux qui a apporté beaucoup de bonheur à ses enfants et ses petits-enfants, ainsi qu'à la société à travers son travail chez IBM. Sois fort mon André, on t'aime très fort. La question que je me pose évidemment, c'est comment un homme de son âge a dû subir une telle agonie et une si grande torture. Cette situation est arrivée à cause des mauvaises décisions et de la mauvaise préparation de nos dirigeants. Ces derniers voulaient protéger à tout prix leurs hôpitaux en délaissant nos maisons de repos. Quand on est au pouvoir, je pense qu'il faut disposer des informations avant les autres. On ne reporte pas la faute sur le peuple, il fallait prévoir des masques et des tests en stock et prendre les décisions au bon moment. Au niveau de mes conclusions, je pense qu'il faut toujours garder l'espoir. On se rend compte que quel que soit le pays et quel que soit le type de gestion, les courbes de contamination et de contagion finissent toujours par diminuer après une période de quelques mois. Donc qu'on mise sur l'immunité collective ou sur le confinement, le résultat sera très similaire. Ce sera une baisse des contagions, une baisse de la mortalité. C'est juste au niveau de l'engorgement dans les hôpitaux publics qu'il y aura une nette différence et que le confinement va aider ou pas les populations et les dirigeants à mieux gérer cette crise. Un autre point très important, les vaccins ne seront peut-être pas disponibles avant un bon moment et quand ils le seront, ils seront probablement très chers dans un premier temps avec un monopole de certaines firmes pharmaceutiques. Je pense qu'il faut déjà réguler et au plus vite l'arrivée de ces nouveaux vaccins pour les rendre disponibles et accessibles à un pan le plus large possible de la population, y compris les populations des pays en développement et des pays les plus pauvres. Donc la bonne nouvelle, c'est que le virus disparaîtra probablement naturellement d'ici quelques mois. Je l'espère du plus profond de mon cœur et je souhaite toutes mes condoléances les plus sincères aux proches des victimes. Je pense personnellement que la solution sur le long terme est sans doute de miser sur l'immunité collective. Il n'y a pas d'autre alternative sur le long terme parce que je pense que les mesures de confinement amèneront à des décisions liberticides. Un retour en arrière sera très difficile pour le peuple. Ce sera difficile à lui de reconquérir ses libertés. Chacun d'entre nous, nous devrons veiller à reconquérir nos droits et nos libertés à travers une lutte pacifique et juridique. Je tiens tout de même à féliciter les personnalités publiques qui ont pris la parole, qui se sont mouillées et qui ont pris des décisions qui ont permis de sauver la vie, probablement, de milliers de personnes. Mais il ne faut pas oublier l'économie et nos libertés. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais insister. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un petit peu longue. Je compte sur vous pour vous abonner à ma page, pour liker cette vidéo, la partager et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.